Bonjour, c'est Thierry. Alors, on est le week-end du 8 novembre 2020 et je fais cette courte vidéo parce que je m'étais engagé sur Twitter en fait à faire, à partager en fait la façon dont j'essaye de me sortir d'un trade foireux. Je me rends compte que il y a souvent une contradiction d'intérêt entre l'objectif de faire de l'audience euh, et donc de faire rêver les gens ou de leur apporter peut-être ce qu'ils attendent, et puis de coller au plus près de la réalité du trading. Donc la réalité du trading, c'est pas aussi rose que les gens imaginent, et peut-être que les gens veulent qu'on leur vende du rêve, ou sont attirés pour s'inscrire par voilà, des profils qui ne leur montrent que les trades où ça marche. D'ailleurs, ça doit dégoûter pas mal de gens parce qu'ils se disent merde, mais attends, mais ça a l'air tellement facile, hein, et moi je rame. Je vous rappelle que 85% ou plus des petits porteurs perdent de l'argent. Donc moi personnellement, les 6 derniers mois, je fais plus de 35% de performance en faisant à peu près 3 heures par jour de day trading. Je veux vraiment insister sur le fait que c'est dur tous les jours, et que bien sûr qu'il y a des trades que je foire. Donc je voulais prendre un peu le contre-pied du discours un petit peu policé et rentrer dans l'exemple de la façon dont j'essaie de me sortir d'un trade qui foire. Donc j'ai pris comme exemple, parce que j'avais commencé à le commenter sur Twitter, Genomic Vision. Voilà, donc Genomic Vision, en fait, pour vous expliquer la façon dont j'aborde la chose aussi en termes de money management, de placement du stop loss, et voilà. Donc déjà, je voudrais commencer cette vidéo par vous dire ceci. J'entends deux versions qui ne me satisfont pas complètement par rapport à l'entrée dans un trade lorsqu'on veut mettre un stop loss. Donc le postulat de base, c'est de dire que, bien entendu, j'espère qu'on en est tous au moins là, que pour chaque trade, il faut être capable de définir la quantité maximale qu'on s'autorise à perdre par trade lors de l'entrée en trade. Donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, si vous avez, voilà, quel que soit votre capital, vous pouvez vous dire par exemple que vous vous autorisez à ne perdre que 1% lorsque ça va mal. Et ce 1% de perte, eh bien, ça va être le résultat de deux choses. Ça va être le résultat de la taille de votre ligne multiplié par le pourcentage de perte de cette ligne par rapport au stop loss, l'endroit où vous le placez. D'accord? Et donc, si votre ligne, par exemple, fait 10% de votre capital total et que vous vous autorisez à perdre seulement 1%, eh bien, il faudra que votre stop loss soit pas à plus de 10% en dessous, parce que 10% x 10%, ça fait 1%. Si vous vous mettez en dessous de ça, vous perdez déjà plus que ce que vous vous autorisez à perdre par trade. Bon, j'espère que pour ça, jusque-là, c'est OK pour tout le monde. Et donc, partant de là, il y a une école qui dit ok, très bien, donc je vais placer mon stop loss justement à 10% en dessous, dans l'exemple que je viens de vous donner. Et là, je suis pas d'accord avec cet exemple-là, parce que ça veut dire qu'on va placer un stop loss sans faire attention à ce qui se passe graphiquement, sans tenir en compte de la réalité graphique, uniquement par rapport à un critère de perte maximale. Bon, c'est pas forcément super optimal. Et puis, il y a l'autre école qui dit, je vais regarder d'abord graphiquement où est-ce que ça a du sens que je mette mon stop loss, et je vais réduire, je vais moduler la variable, ça va devenir la taille de ma ligne. Et par exemple, si mon stop loss, je vois que je suis obligé de le mettre à 20%, et ma ligne, elle va représenter que 5% de la taille de mon capital, et comme ça, je suis toujours OK, 5% x 20%, ça fait 1%, je m'en sors. Et là aussi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette approche, même si elle est mieux déjà que la précédente, parce qu'elle tient en compte de la réalité graphique. C'est que ça fait perdre la flexibilité par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on rentre dans un système binaire de je gagne ou je perds, et puis on n'en parle plus. Et puis surtout, le fait que dans cette deuxième situation, le support par exemple, le stop loss doivent être mis relativement loin du prix d'entrée. Est-ce que ça ne met pas en cause l'ensemble du trade? C'est-à-dire que par rapport à l'objectif, d'un seul coup, le ratio risk-reward n'est plus assez intéressant pour rentrer dans le trade.
Et donc voilà, je vous montre en exemple un petit peu moi la réflexion que j'avais faite sur Genomic Vision là-dessus. Genomic Vision, au départ, on était en train de descendre vers les 1 euro, tout simplement, seuil psychologique. Et donc moi je suis rentré en fait, mais juste au-dessus des 1 euro, vers 1,01, enfin je profitais de... Enfin, un petit peu en dessous d'ailleurs des 1,01, mais juste au-dessus des 1 de la parité. Ça devait être là, au niveau de la mèche basse de ce chandelier qui est ici, là, vous voyez, parce qu'on est allé toucher la Mogalef inférieure. Voilà, donc j'ai dû rentrer par là. Donc on a rebondi un petit peu, mais la question est, où est-ce que je mettais mon stop loss à ce moment-là? À l'endroit où je suis rentré en position. À cet endroit-là, vous voyez qu'on était ici. Alors ici, c'est l'unité de temps 2 heures, excusez-moi, et là, c'est l'unité de temps journalière. Donc prenons le graphe qui est à gauche, vous voyez que c'est cette bougie-là. Et donc à l'époque, attendez, je vérifie que c'est celle-là. Donc à l'époque, nous avions une moyenne mobile qui se trouvait en dessous des 0,94. Elle était à 0,9320. Je me rappelle parce que je me suis dit, le vrai support, au-delà de ce seuil symbolique qui va peut-être tenir ou pas, mais c'était vraiment un pari sur les unités courtes, le support sur l'unité plus longue, c'est l'unité jour. Et dans l'unité jour, on a une moyenne mobile 20 périodes, et j'ai bon espoir que ce support tienne, parce qu'en plus, on avait une mèche haute ici, vous voyez, sur une bougie précédente, dans la zone des 0,95, la moyenne mobile 20 périodes était haussière, et je me suis dit, mon vrai support, il est ici. Seulement le problème, c'est que quand on a un support qui est à 0,93 et qu'on rentre à 1, on a quand même 7% de marge vers le bas pour placer un stop loss, et en plus, le stop loss, en théorie, il faut le mettre encore un petit peu en dessous, sinon on a des chances aussi de se faire couper si on descend. La deuxième chose, c'est que je me suis dit, si on casse vraiment, si on commence à casser la parité, il y a très peu de support entre cette zone des 1 euro et puis la moyenne mobile 20 périodes. Donc il est probable qu'on tombe des 1 vers les 0,93 sans vraiment s'arrêter, sans qu'il y ait de support entre. Moi en tout cas, j'en voyais pas. Donc du coup, si je m'étais dit que j'allais placer mon stop loss forcément pour l'ensemble de ma ligne sous les 0,93, ça m'obligeait à réduire la taille de ma ligne d'une part pour que le risque total, comme j'en ai parlé au départ, que je prends sur chaque trade soit toujours validé. Donc ça m'obligeait à prendre une plus petite ligne. Et puis surtout, ça me donnait un ratio risk-reward pas très intéressant finalement. Par rapport à mes objectifs qui là sur des unités courtes et bol 1 du 2 heures etc. Ne dépassaient pas 5 à 7% également sur la première partie de la sortie de mon trade, parce que je sors en plusieurs fois. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien dans ces cas-là, ce que j'aime bien, c'est gérer ma ligne. Je mets sur l'unité courte, donc l'unité 30 minutes ou l'unité 2 heures, un stop loss proche en fait de mon cours d'entrée. À partir du moment où je me suis dit que si on cassait la zone des 1 euro, la zone autour des 1 euro, on allait sans doute aller chercher la moyenne mobile 20 périodes, eh bien j'ai mis un stop loss à 0,9750. Donc j'ai mis un premier stop loss 2,5% seulement en dessous de mon prix d'entrée, enfin plutôt 3% parce que j'étais plutôt à 1,01. Et par contre, je n'ai pas coupé 100% de la ligne, j'ai coupé 50% de la ligne. J'ai coupé 50% de la ligne, d'accord? Ça me permet de gérer la taille de la ligne si on continue de descendre et de pouvoir racheter, de pouvoir renforcer, remettre les 50% en question lorsqu'on va toucher la moyenne mobile 20 périodes, sans que j'ai mis en danger mon critère numéro 1 qui est combien je suis prêt à perdre de mon capital par rapport à chaque trade. Étant donné que j'avais coupé tôt la moitié de la ligne, lorsqu'on s'est retrouvé à 0,93 avec l'autre moitié, enfin 0,94 avec l'autre moitié de la ligne, eh bien j'étais toujours dans mon critère de je n'ai pas perdu encore le maximum qui fait que je suis obligé de dégager automatiquement, je coupe toute ma ligne. Donc du coup, ça m'a donné la flexibilité nécessaire pour re-rentrer, remettre 50% à l'achat sur ce même trade, la continuation du trade sur la moyenne mobile 20 périodes. Et vous voyez ici qu'effectivement,
ça a rebondi. Le lendemain, tout de suite, je suis ressorti des 50% de la ligne intégrale reconstituée, je suis ressorti de 50% lorsqu'on a réatteint la parité, je ne me suis pas posé de questions. Regestion de la ligne, d'accord. Et puis, un peu plus tard, je suis ressorti du solde à 1,09. Moralité, je suis sorti de l'ensemble de ces opérations en positif, c'est ce que j'essaye d'expliquer quand je dis que parfois les trades sont dépendants les uns des autres. Il est rare qu'on soit capable d'entrer et de hop, sortir tout de suite. Le marché fait un petit peu de bruit. Moi j'aime bien mettre un stop loss assez court sur une partie de ma position, en général 50%, sur l'unité de temps inférieure, afin de regagner en flexibilité et de donner une chance au marché sur l'unité du trading ou sur l'unité supérieure au trading, comme ici, unité jour, avec la moyenne mobile 20 périodes, de donner une chance au marché de rebondir le temps que je puisse ressortir au moins nul de ce premier trade, lorsque le marché n'est pas allé dans le bon sens, voire en positif. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez bien que si j'avais mis un stop trop court à 0,97, ben j'aurais perdu l'ensemble de ma ligne. Si j'étais parti du premier critère qui est de dire il faut que je mette mon stop loss par exemple 5% en dessous, moi c'était à peu près 5% en dessous si je voulais respecter mon critère par rapport à la taille de la ligne que je voulais avoir, j'aurais aussi tout perdu, et j'aurais dit voilà, au moins je dépasse pas le maximum de pertes que je m'autorise par trade, mais ça allait pas, ça ne correspondait pas à une réalité graphique de mettre un stop loss à 0,95 parce qu'il n'y avait aucun support entre les 1 et la moyenne mobile 20 périodes à 0,93. Soit je coupais donc cette ligne en partie assez tôt sur l'unité inférieure, donc l'unité 2 heures ou l'unité 30 minutes, et je me redonnais la flexibilité, la possibilité donc de reacheter sur un support important, donc ici en plus qui était validé par la moyenne, la hachure grise de la bolle 100 de l'unité 2 heures. Donc j'ai racheté ici, on était sous la Bollinger inférieure de la 20 période de cette unité de temps là. J'ai eu un petit signal là, pouf, je suis rentré tout de suite. Et ça m'a permis finalement de ressortir ISO. Donc j'ai fait une sorte de moyenne à la baisse, mais en vendant auparavant. Donc je n'ai jamais augmenté la taille globale de ma ligne. Pourtant j'ai baissé son PRU et avec simplement 2 petits allers-retours, j'ai réussi à m'en sortir en positif sur ce coup-là. Voilà. Il y a une autre action qui est en cours, mais je suis toujours en train de la trader, donc je ne vais pas pouvoir conclure sur la sortie du trade pour l'instant. Donc je crois que c'était Natixis. Je vais vous la montrer juste au passage parce que je suis en plein dedans. Voilà, Natixis, on avait sur l'unité jour qui est ici une espèce de W comme ça, vous voyez, avec un double bottom, puis si on revient en arrière, on voit qu'on a également une zone support, c'est même la 3e fois qu'on est allé la toucher, d'accord. Donc 3 fois cette zone support validée avec un joli, vous voyez, bougie, la libellule très gentille, haussière, signal haussier, et donc ici on a un W, là, d'accord, un premier bottom, un deuxième bottom, et puis on le casse. Et moi, donc, voilà, je suis rentré ici sur la cassure des plus hauts, autour de 2,18, et puis on clôture là, tout va bien, le lendemain on ouvre en gap baissier avec une porte de saloon. Je suppose que la plupart d'entre vous se sont retrouvés aussi des fois dans ce genre de situation désagréable. Et là, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe tout de suite ou pas? Donc, alors est-ce que je vais le voir sur les unités plus courtes? Non. Donc je vais faire les commentaires de ce trade là au fur et à mesure. Moi j'ai coupé une première partie, mais seulement une première partie pour l'instant. J'ai coupé 50% sur la partie de la moyenne mobile 20 périodes lorsqu'on l'a enfoncé, parce qu'on a des Bollinger qui sont horizontales. On a une moyenne mobile 20 périodes qui est horizontale ici, vous voyez. Mais sur l'unité 2 heures, bon, on a une MM200 ici latérale, on est en train de toucher la zone inférieure ici des Bollinger. Je donne une chance au marché malgré des signes négatifs, malgré une MACD qui plonge, malgré une synchronisation baissière, malgré des volumes en forte hausse sur la dernière bougie ici, je m'attends pas à sortir ISO sur ce trade. Mais je lui donne quand même la possibilité de me donner un petit rebond dans cette baisse-là, pourquoi pas lundi, on regardera. Auquel cas, j'aurai peut-être la possibilité de gérer la ligne. Je vais faire un commentaire aussi sur ce trade lorsque j'en serai sorti. Si jamais on
on enfonce vraiment, qu'on passe sous le rate 90 ici, vous voyez, bon bah j'arrêterai les frais et je couperai. Ça me coûte pas grand chose, mais ça donne encore une fois une chance supplémentaire au marché d'avoir une réaction haussière qui me permet peut-être de m'en sortir. Voilà. Donc d'expérience, c'est quelque chose qui me coûte dans la pratique un petit peu plus cher lorsque ça se passe mal que si je mets un stop loss fixe, que je ne suis pas l'évolution du trade, que je sors de 100% de ma ligne à l'endroit où le stop loss est déclenché. Quand ça se passe mal, ça va me coûter un peu plus cher parce que je traîne, je lambine un peu, je ne coupe que 50% de ma position sur le premier stop loss et j'attends, je donne une chance au marché. Mais globalement, comme il y a plus de fois où le marché me donne raison dans le rebond correctif, même si on ne casse pas la tendance qui est devenue baissière, et bien l'un dans l'autre, j'y gagne plus à l'arrivée qu'en mettant un stop loss fixe, statique, pour les 100% de la ligne. Alors ça demande à être présent, bien sûr, hein, ça demande à gérer dynamiquement la liste. Vous avez vu un cas de succès de trade qui aurait été perdant et qui est devenu gagnant finalement grâce à cette tactique, donc sur Genomic Vision. Là, ça va être plus compliqué avec Natixis, mais voilà, globalement, j'ai plus de trades qui finissent comme Genomic Vision que comme du Natixis où j'ai une énorme porte de saloon et puis on part directement à la cave derrière. C'est quand même, ça arrive, mais à ce moment-là, je coupe tout de suite sur la deuxième partie. C'est quand même plus rare. Généralement, je suis souvent dans le premier cas de figure. Voilà, donc je voulais partager un petit peu ces infos pour vous montrer que oui, bien sûr, tout le monde se retrouve un moment dans le caca. Je crois pas une seconde au discours policé et au mur expliquant jour après jour à quel point, voilà, tiens, j'ai fait 20% là, j'ai fait 20% là, en oubliant complètement la réalité que même les meilleurs traders ont des trades qui sont perdants. Et voilà, donc je voulais juste partager avec vous la façon dont j'essaye de limiter la casse tout en donnant une chance quand même au marché de revenir vers du ISO avec une deuxième ligne de défense. Voilà, j'espère que ça vous parle. C'est une chose aussi que je développe dans la partie bourse et poker du module de la chaîne. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end.